Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et surtout de nous rejoindre dans la grille des émissions de la radio et de la télévision centrafricaine. Nous sommes tout de moins ravis de vous accueillir une fois de plus dans cette émission intitulée « Parole au gouvernement », une tribune qui offre l'opportunité aux membres du gouvernement de dresser chacun en ce qui le concerne le bilan à mi-parcours des réalisations à l'actif de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Ceci conformément conformément au troisième anniversaire de l'accession de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême de l'État pour son second quinquennat. Pour cet exercice démocratique qui se poursuit sur le double plateau de la radio et de la télévision nationale, nous recevons aujourd'hui dans ce 12e numéro le ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, en l'occurrence M. Marcel Dimassé, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous malgré votre agenda chargé. C'est moi qui vous remercie. Nous serons naturellement deux pour cet entretien en exclusivité avec le membre du gouvernement. Estelle Karine Mazmoko, je suis journaliste à la direction des informations à Radio Centrafrique. Alors, c'est une marque renouvelée de la part des plus hautes autorités de la République en ce qui concerne particulièrement le président de la République qui a bien voulu vous reconduire une fois de plus dans le tout premier gouvernement de la 7e République. Certainement que vous avez eu à faire l'état des lieux du département dont vous avez la charge en ce qui vous concerne particulièrement. Quels sont les mots qui minent véritablement le bon fonctionnement du département dont vous chapeautez en ce moment? Alors, une fois de plus, j'aimerais remercier la direction générale de la radio-télévision et de la radio Centrafrique pour... c'est un honneur de pouvoir venir ici présenter au grand public les principaux ponts des travaux que nous avons réalisés et puis les premiers fruits qu'on a commencé à récolter. Vous me posez la question de savoir quels sont les mots de la fonction publique. Alors, il y a deux étages dans cette question. Il y a la fonction publique entendue comme l'administration publique centrafricaine en entier, et puis il y a la fonction publique en tant que département que je digère. On a une administration qui est totalement vieillie. Ça, c'est le premier résultat qu'on a pu recueillir dès que j'ai pris fonction, j'ai demandé à mes services de faire un audit de notre fonction publique. Dans un pays qui est réputé jeune, vous voyez, la part des jeunes, les moins de 30 ans dans notre administration, ça fait à peine 8%, 7,9%. La grosse part, ça constitue des gens entre 40 et 60 ans. Alors quand je dis comme ça, on ne mesure pas très bien les conséquences pour nous qui gérons les ressources humaines. C'est qu'il fallait qu'on mette en place un véritable outil de pilotage de ces départs. Parce que tous ces gens qui sont déjà dans la maturité de leur âge, qui se préparent à sortir du système, il faut préparer cette sortie-là. Parce que vous ne remplacez pas un chargé de mission, un conseiller technique, par un jeune qui vient d'arriver. Il peut avoir le bagage intellectuel, mais il n'a pas certainement l'expérience qui pourrait en faire un véritable conseiller technique. À côté de ça, vous avez une administration qui est totalement démotivée. Je pense qu'il y a probablement lié à la faiblesse des rémunérations des salaires. Je l'ai dit, c'est un système de pilotage à vue, on n'a aucun outil. Et donc, avec comme corollaire tous les déchets qu'on peut avoir en termes de corruption, en termes de mauvaise gestion du temps de travail, etc. Et donc le défi qu'on avait, maintenant en tant que département, c'est de faire en sorte qu'on puisse disposer des outils qui puissent permettre un pilotage correct, dans le sens moderne du terme, de cette administration publique. Les principaux mots, c'est ça. Donc, absence de tableau de bord, pour ce qui est du département ministériel, absence d'outils même le plus simple pour avoir une situation en temps réel de notre administration en entier. Donc c'est tout ça qui constitue les défis qu'on a trouvés tout de suite lorsqu'on a été nommé à la tête de ce département. Et donc, Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, quelles sont les différentes réformes que vous comptez exactement apporter dans ce secteur afin de revaloriser ce département dont vous avez la charge? Nous avons mis en place un document stratégique de planification qui s'articule autour de 4 piliers stratégiques majeurs, lesquels aussi se démultiplient en 21 projets.
4 piliers. Alors il y a un pilier qui réfère aux transformations, on va dire, organisationnelles. Comment réorganiser l'administration pour qu'elle soit plus efficiente, plus efficace du point de vue des attentes de nos populations. Il y a aussi des transformations, c'est le deuxième pilier, managérial. Et ici, on a fait un appel vraiment important à toutes les meilleures pratiques qu'on peut avoir dans le privé pour pouvoir piloter cette administration. Il y a aussi les transformations de type numérique. Évidemment, cette modernisation doit s'accompagner aussi des outils. Je vous dirai tout à l'heure en quoi l'informatique a fait faire un bond extraordinaire à l'administration publique aujourd'hui. Et puis le deuxième pilier, le dernier, c'est le pilier qui réfère aux questions éthiques, aux questions de déontologie. Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption dans cette administration? Comment faire en sorte que les gens aient conscience de leurs devoirs plus que de leurs droits, Vous voyez, vous êtes en présence des gens aujourd'hui qui se mettent en grève pendant X temps et qui reviennent. Ils se mettent en grève pour des raisons légitimes. On répond à ces différentes récriminations. Ils reprennent et ils veulent être payés comme s'ils avaient tout le temps travaillé. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous vous mettez en grève, c'est votre droit, reconnu par la loi. Mais ce sont vos centrales syndicales qui vous prennent en charge. Donc la déontologie, c'est ça, c'est faire accepter aux gens les obligations qui accompagnent les droits qu'ils ont dans l'administration. Donc ce sont ces 4 piliers-là sur lesquels on a travaillé et qui ont commencé à donner des résultats. On a eu un programme national de développement institutionnel qui a permis, ça va se faire cette année certainement, mais déjà de dégraisser l'administration. Il y a des choses qui ne servent pas et qui doivent disparaître. Donc ça, on a fait le point. En ce qui concerne, on va dire, les ressources humaines de l'État, il y a tout le travail qu'on a fait, le travail de contrôle que nous avons fait, qui a permis de dégraisser quand même l'effectif. On est passé de 22 211 fonctionnaires théoriques. Aujourd'hui, nous sommes à 19 597. C'est vous dire qu'il y a plus de 2000 qu'on a sortis, qui ne sont pas, qui étaient des gens qui étaient là, qui étaient payés, mais qui étaient en fait des fonctionnaires fantômes. À travers ce travail de contrôle, il y a beaucoup de choses qu'on a mises en place. Aujourd'hui, on peut localiser très exactement où se trouve tel fonctionnaire. Si une matrone est à Libye, à côté de l'informatique peut nous restituer. Alors vous voyez, l'enjeu derrière, c'est que ça permet d'abord de voir comment la cartographie de la répartition des fonctionnaires se fait aujourd'hui. Et donc ça permet aussi à l'État d'ajuster sa politique d'affectation de manière à ce que les factures que nous avons aujourd'hui entre Bangui qui concentre la majorité, on est à 78% concentré à Bangui. Donc ça permet de réduire ces factures entre les régions pour qu'on ait une répartition équitable et des compétences et des instruments au profit aussi de nos provinces. Il y a un ensemble de choses comme ça qu'on a réussi à mettre en place. Mais tout ça, je peux appeler ça des tableaux de bord qui permettent de piloter plus convenablement l'administration publique centrafricaine. Monsieur le ministre, à l'entame de votre exposé, vous avez fait mention de la démotivation des agents et fonctionnaires de l'État. Vous avez fait allusion à la rémunération. Alors, dès votre accession à la tête de ce département, quels sont les axes stratégiques que vous comptez définir justement pour valoriser l'emploi, la rémunération et faire en sorte que les agents, les fonctionnaires de l'État soient plus performants pour donner des résultats à la hauteur des attentes? Il y a deux axes. Vous voyez, dans le système qu'on a aujourd'hui, ça c'est l'un des défis auxquels on a été confronté quand on a pris la tête de ce département, c'est que nous sommes dans un système qui ne fait pas de lien entre le salaire que les gens perçoivent et l'emploi, le travail qu'ils font. Il n'y a aucun lien entre le rendement et le salaire. Il faut changer ça. Si vous le changez, le sentiment que dans cette administration, il y a des gens qui mouillent la chemise, qui travaillent véritablement, il y en a qui ne travaillent pas, mais qui gagnent plus que ce sentiment va disparaître. Tout ça aussi, ça alimente la démotivation parce que c'est un sentiment, on va dire, d'injustice.
Vous travaillez, vous gagnez parfois moins, vous gagnez parfois la même chose que la personne qui ne travaille pas du tout. Simplement parce que nous sommes dans un système qui est basé sur les indices. Hiérarchie indice, vous êtes là, même si on ne vous donne pas un travail. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'argent en attente d'affectation. Mais vous gagnez le salaire de la grille. Si vous êtes en A1, qu'on vous donne un travail, on ne vous donne pas, vous avez un emploi, vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous avez d'emploi ou pas d'emploi, vous percevez quand même un gros salaire par rapport à quelqu'un qui est peut-être en B, mais qui vient tous les jours au travail. Et ça crée un sentiment d'injustice. Et deuxièmement, je pense que si nous passons de ce système-là, qu'on appelle, c'est le mot, fonction publique de carrière, vers une fonction publique d'emploi, on va arriver à faire en sorte que sur chaque emploi, cela greffer un salaire, un niveau de salaire. Si vous accédez à cet emploi, vous allez bénéficier de ce salaire-là. Et c'est le travail que vous faites là qui vous donne donc la rémunération. Si nous faisons ça avec un ajustement de niveau des salaires, je ne sais pas de combien le salaire va augmenter, je pense qu'on va essayer on va arriver dans une certaine mesure à réactiver la motivation des agents de l'État. Monsieur le ministre, le département dont vous avez la charge, à travers un document, a lancé officiellement le processus d'intégration des jeunes de la fonction publique. Alors dites-nous où sommes-nous aujourd'hui? Les dossiers que nous avons reçus, alors on reçoit le dossier au niveau même quand les dossiers vont dans les ministères, après tout ça c'est rassemblé au niveau de la direction générale de la fonction publique, puisque c'est la porte d'entrée du comité technique qui a été mis en place pour traiter le problème de l'intégration des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à presque 9000 dossiers qui sont déjà parvenus, parmi lesquels je crois qu'il va y en avoir peut-être 220, 250 qui seront déclassés pour faux diplômes ou faux actes de naissance, etc. Mais ça suit son cours. Le comité technique a commencé à regarder pour ce qui est de l'éducation nationale. Et quand on aura fini avec l'éducation nationale, on va lancer pour le ministère de la Santé, pour lequel d'ailleurs le ministre des Finances a déjà instruit ses services pour faire les simulations du quota qu'on va affecter au ministère de la Santé. Je crois que progressivement, on va apurer d'abord les 7 ministères sociaux, ça ce sont les institutions du chef de l'État, et ensuite on va l'étendre à l'ensemble de l'administration publique. Donc tous les 32 ministères seront balayés. Apparemment aussi, il y a des plaintes au niveau des services qui reçoivent les dossiers et des petits jeux de corruption, il paraît, monsieur le ministre. Vous voyez bien qu'avec les il paraît, on peut dire beaucoup de choses. Reste à vérifier. Voilà, mais non, on l'a vérifié, parce que quand on a dit ce que vous avez dit là et que c'est me faire venir à l'oreille, j'ai demandé à mon directeur de cabinet d'aller sur place dans les rangs et d'interroger. S'il y a des passe-droits qui sont utilisés, si les gens qui sont dans les rangs, ils ont l'impression que les gens prennent des dossiers en dehors des rangs et des numéros qui sont attribués, ils ont dit non, que ça se passe très bien. Assez lentement quand même, c'est normal, mais ça se passe très bien, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de corruption. En tout cas, à ce niveau-là, c'est faire un faux procès que de parler de corruption par rapport à ce processus. Monsieur le ministre, vous avez brossé le tableau sémiotique de vos réalisations à mi-parcours, mais on ne peut pas parler des réalisations sans autant parler des projections d'avenir. Alors, quelles sont vos projections à l'horizon 2050 en ce qui concerne le département en charge de la fonction publique dont vous assumez le DIT en lien au programme national de développement PND? L'objectif qu'on nous a assigné à travers le PND, c'est de faire en sorte que l'administration publique, qui est un grand service public, puisse être en mesure d'être suffisamment efficiente et efficace pour répondre aux attentes, à toutes les attentes de nos populations où qu'elles se trouvent, sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on se donne les moyens, technologiques notamment, pour que ces services gagnent en efficacité et que en efficacité intrinsèque, mais aussi que ces services soient suffisamment représentatifs dans nos régions pour que les gens qui ne sont pas oubliés. Donc, deux choses.
améliorer intrinsèquement les services, mais ça veut dire aussi faire en sorte que les services aillent à la rencontre des populations là où ils se trouvent. Donc cette question de fracture entre les régions qu'il faut absolument réduire, et la question de la montée en puissance de l'administration, quelle qu'elle soit, que ce soit l'éducation nationale, ou la santé, ou l'agriculture, etc., etc., nous sommes en train de travailler sur ça. Hein, on essaie avec les dashboards qu'on a mis en place, essayer d'aider les différents sectoriels à voir plus clair, à avoir une bonne cartographie de leur propre ministère, et donc les aider aussi à établir les politiques publiques qui permettraient de réduire les inégalités entre les régions pour qu'on atteigne à l'horizon 2028 les objectifs qui nous sont assignés à travers le PND. Monsieur le ministre, il y a certains fonctionnaires qui sont affectés dans les villes de province et jusqu'aujourd'hui refusent de prendre poste et touchent leur salaire à la fin du mois. Qu'en dites-vous, étant que ministre en charge de la fonction publique? C'est un phénomène qui était plus général avant. Hein. Je suis bien conscient qu'il y a encore des poches de résistance par rapport à ce phénomène-là. Mais il faut reconnaître qu'après le contrôle physique que nous avons engagé, cette portion s'est considérablement réduite. Moi, si je table sur les résultats des enquêtes de la MINUSCA, nous sommes pratiquement à 92% de restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire de la présence effective des fonctionnaires dans l'arrêt pays. Ça veut dire que, parce qu'après le contrôle, nous avons appliqué les textes, celui qui n'est pas là voit son salaire suspendu. Il y en a beaucoup qui sont repartis vers les provinces. Mais je pense que progressivement, on va rétablir les choses au niveau de la normale. Mais il faut dire aussi que si on est passé avant des problèmes de sécurité qui justifiaient et qui faisaient en sorte que c'est comme ça que les fonctionnaires justifiaient le fait qu'ils ne voulaient pas aller en affectation en province, mais cette raison a disparu aujourd'hui. La sécurité s'est resserrée progressivement, mais les problèmes que posent les fonctionnaires maintenant, c'est les problèmes de leur environnement, de travail et de vie. Et on est en train de travailler aussi pour que, avec l'aide des bailleurs de fonds, on puisse trouver des solutions qui fassent en sorte que le fonctionnaire qui ne veut pas aller en province n'ait plus aucune raison, aucun alibi à avancer. Donc, créer des environnements, on a commencé à le faire par exemple dans la région du Mboumou. À Mobaye, avec l'aide de la MINUSCA, de l'UNOPS, on a créé un grand bâtiment administratif qui rassemble tous les services de l'État avec les équipements modernes, électricité plus informatique. On essaie d'élargir ça à toutes les régions, progressivement. Puis il y a une idée qui germe aussi, c'est ce que nous connaissons quand on était jeune, les camps des fonctionnaires. Peut-être que bientôt je vais commencer la discussion avec nos partenaires pour savoir, à partir de la demande que j'ai faite auprès du ministère de l'Urbanisme pour qu'on ait un modèle cadre d'un village de fonctionnaires, des camps de fonctionnaires, ce que ça coûte, et voir comment nos partenaires pourraient nous aider à construire ces villages de fonctionnaires pour que les deux raisons qui sont évoquées dans les dernières enquêtes auprès des fonctionnaires de province, qu'ils avancent comme les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas aller en province, que ces raisons disparaissent et que tout le monde trouve les motivations pour y aller. Deuxièmement aussi, nous sommes en train de travailler, mais ça c'est la relecture que nous allons faire du statut général de la fonction publique, pour que les fonctionnaires, ça c'est aussi une demande constante des syndicats, que les fonctionnaires qui sont envoyés en province puissent bénéficier d'une prime d'éloignement, qui permet peut-être de donner un élément de motivation en plus pour permettre aux gens d'aller à leur poste d'affectation. Monsieur le ministre, comme je le disais tantôt, le contenu de cette entrevue prévoit également la question du public. Alors nous allons ouvrir la voie aux sans-voix de pouvoir s'exprimer directement sur la question. Ministre, bonjour. Nous avons constaté que ces derniers temps, bon nombre de jeunes diplômés éprouvent des grandes difficultés de tout genre au niveau de la direction publique, pour la direction de la fonction publique, pour le dépôt de leur dossier d'intégration. Quelle solution vous allez trouver pour remédier à ce problème? Je reprends encore ma question. Nous avons constaté que bon nombre de jeunes diplômés qui sont en quête de travail éprouvent des grandes difficultés au niveau de la direction générale de la fonction publique. En tant que ministre de la fonction publique, quelle
solution vous allez trouver pour remédier à ce problème? Le ministre, bonjour. J'ai une petite question à vous poser. Force est de constater que les agents de l'État, les fonctionnaires, ne respectent pas les heures du travail conformément à la législation du travail en Centrafrique. Quelles en sont les raisons? Je vous remercie. Vous avez suivi avec nous, Monsieur le Ministre, nos deux compatriotes. Alors, est-ce que vous avez des éléments de réponse? La première question touche aux difficultés qu'éprouvent les jeunes diplômés à déposer leur dossier d'intégration à la Direction générale de la fonction publique. La seconde question est liée notamment aux heures de travail qui ne sont pas respectées par les agents de l'État, qui viennent comme ils veulent et rentrent comme ils veulent. Qu'est-ce que vous en dites? Sur la deuxième question, je vous réponds tout de suite que, vous voyez, quand je vous ai dit que pour nous, le pilier stratégique qui réfère aux questions de déontologie est un pilier extrêmement important. Nous travaillons sur ça puisque au niveau de la région de Bangui, le directeur régional de la région de Bangui sillonne tous les ministères systématiquement pour traquer tous les gens qui ne viennent pas à leur travail, tous les gens qui viennent en retard. Et je crois que sur 2022 et 2023, on a fait quelque chose comme une quarantaine de réunions avec les personnels, les directeurs de cabinet et machin, pour mettre les gens devant leurs responsabilités, pour dire attention, si on vous donne un salaire et qu'on vous définit les horaires de travail, il faut le respecter. Et la première responsabilité, c'est celle des gens qui sont à l'intérieur du ministère, la hiérarchie. Donc on essaie de mettre les gens devant leurs responsabilités. Mais la prochaine étape, évidemment pour nous, sera de sévir, de sanctionner. Mais je pense que depuis que ce DR7, comme ça que l'appelle le directeur régional de la région de Bangui, a commencé à travailler, on voit un léger mieux se mettre en place au niveau des départements ministériels en termes d'assiduité, en termes aussi de respect des horaires. Voilà. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Pour l'autre question, oui. Pour l'autre question sur le... Mais on fait tout ce qu'on peut au niveau de la direction générale pour recevoir. Mais vous savez, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de on-dit. Il me semble que ce qu'on a mis en place au niveau de la direction générale fonctionne. Même si au tout début, il y avait des longues queues, maintenant, tout ce qui se présente dans la journée sont reçus. Comment ça se passe? Quand vous arrivez, les éléments de police qui sont là vous font entrer par groupe de 5 ou de 10, je ne sais plus. Vous venez avec votre chemise cartonnée, avec votre dossier. On vous inscrit. Et ensuite, on vous dit de sortir et d'attendre. Les autres rentrent. Le temps qu'on les reçoit, d'autres personnes vous font des reçus, des récépissés pour ceux qui sont arrivés. Et puis on sort, on les appelle, on leur donne. Et aujourd'hui, si vous passez même vers les 16h30, vous ne verrez personne dans la queue parce que et ça c'est les instructions que j'ai données, toute la file qui se dresse au niveau de la direction générale de la fonction publique doit être épuisée dans la journée. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs goulots d'étranglement, il n'y a pas que chez nous, puisqu'il y a l'obligation d'authentifier les diplômes, de certifier les actes d'état civil. Ça fait que dans les autres services, il y a des goulots d'étranglement. Je sais qu'il y a eu des goulots d'étranglement au niveau de l'endroit où on délivre les certificats médicaux. Donc tout ça fait que globalement, les gens ont l'impression qu'ils s'épuisent dans ce processus, mais en tout cas, quand ils arrivent en bout de processus au niveau de la direction générale, la procédure est assez fluide. Monsieur le ministre, nous avons pratiquement vidé le contenu de ce jeu questions-réponses en lien au 3e anniversaire marquant l'accession de la magistrature suprême du président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne particulièrement son second mandat. Il ne reste qu'au nom de l'équipe de la radio et de la télévision centrafricaine Parmanva de vous remercier, surtout d'avoir répondu promptement à notre invitation et de pouvoir éclairer la lanterne de vos compatriotes sur les actions que vous menez au sein de ce département clé qui intègre les jeunes diplômés. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, le travail que nous faisons, on n'a peut-être pas forcément les cellules internes de communication à même d'en faire une meilleure visibilité que vous.
Et donc chaque fois que vous nous invitez sur vos plateaux comme ça, c'est l'occasion pour nous aussi de montrer que les réformes que nous mettons en chantier, qui par définition ne portent des fruits que sur le moyen terme, c'est pas l'absence maintenant là, de visibilité sur les fruits de cette réforme-là qui pourrait faire penser qu'on ne travaille pas. Non, on travaille, mais ce sont des choses... on est là dans le domaine de la sociologie, ça prend du temps pour prendre. Et donc petit à petit, vous allez voir que cette administration publique, dont je disais tout à l'heure qu'elle est totalement vieillie, qu'elle était démotivée, qu'elle ne répondait pas aux attentes que nos populations attendaient. On l'a vu à travers les questions qu'on a reçues ici. Petit à petit, on va trouver des solutions. Des choses se mettent en place, la transformation, la modernisation se met en place. Et déjà à la fin de l'année 2024, on verra que beaucoup de choses vont changer. Moi, j'ai l'habitude de dire, bon, les gens prennent ça comme une boutade, mais je le pense sincèrement. On vous fait partir d'ici. Vous ne prenez aucune information sur la RCA. Vous revenez au bout de 3 ans, vous ne pourrez plus reconnaître la fonction publique centrafricaine. Et ça, c'est le défi que nous nous sommes lancés. Merci, Monsieur le Ministre. Une fois de plus, nous étions 2 pour cette entrevue en exclusivité. C'était Estelle Karine Mazumoko, je suis journaliste à la direction des informations à la radio Centrafrique. Le moment bienvenue Bissayo, directeur des informations à la chaîne de télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus à vous d'avoir été de nôtres tout au long de cette entrevue qui reçoit aujourd'hui le ministre en charge de la fonction publique, M. Marcel Dimassé. Avec notre interlocuteur de marque, nous avons passé en revue les questions liées aux obstacles qui minent le bon fonctionnement de la fonction publique. Nous avons également passé en revue la question des axes stratégiques visant l'amélioration des conditions de vie et d'existence des agents et fonctionnaires de l'État, sans perdre de vue les mécanismes de suivi et de mise en œuvre du processus d'intégration de jeunes diplômés dans la fonction publique. Voilà l'essentiel des grands sujets qui ont été au milieu de cet entretien en rapport au 3e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra en ce qui concerne son second quinquennat. Donc nous allons vous inviter, avant de passer à la version en langue nationale, à suivre un extrait du documentaire, du film documentaire qui passe en revue les grands axes des réalisations à l'actif du président de la République. Et juste après, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. À tout de suite. Sa quête pour faire de la République centrafricaine un pays développé et prospère est basée sur 3 principaux axes, notamment une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité de vie meilleure. Ce plan ingénieux conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de